Bonjour à tout le monde. Je vous prie de pardonner un peu mon français assez limité. Vous verrez que je cherche quelquefois des mots et ce qui est pire, je ne les trouve pas. Ça va? Oui. Oui. Je pense que c'est peut-être le plus simple de vous montrer une STR du début. Elle commence avec une anesthésie adaptée pour ne pas déranger les stimulations électriques. Il faut dériver les muscles de référence de chaque racine lombaire. On fait une petite, je dirais, navigation assez simple pour identifier le conus médulaire et le processus spinosus qui se trouve exactement sur cet endroit pour être capable de limiter l'accès sur un niveau. Après, vous voyez qu'il y a pas mal de dérivations électriques. Après, on coupe, on fait un coupe de 4 à 5 cm pour délibérer l'apophyse épineuse. On fait un accès strictement monosegmental et on coupe les apophyses dessus et dessous de moitié pour respecter les tendons entre les épineuses. Ici. Oui, voilà, ça c'est la vue sur le microscope, sur la duramère. Et c'est ça c'est la situation dans la salle opératoire avec l'électrophysiologiste, l'écran de l'électrophysiologiste avec l'image microscopique pour être toujours capable de suivre de ce que je fais. Après, je vous montre quelques photos. Ça, c'est l'ouverture de la duramère et vous voyez l'arachnoïde qu'il faut enlever pour voir le conus et la coda equina. Exactement, ce sont les racines sensorielles à gauche et à droite, à côté du conus. Est-ce qu'il y a, je peux montrer quelque chose ici? Non, ça ne se montre pas, ça fait rien, c'est pas grave. On peut, comme vous voyez ici, identifier les dernières petites racines végétatives à la fin du conus. Et ça, c'est exactement le fenêtre qu'il faut avoir pour effectuer une STR avec une vue anatomique qui est nécessaire pour identifier tous les racines. Voilà, vous voyez la sortie d'une racine à côté, la sortie de la duramère, et vous voyez très bien qu'une racine, ce n'est pas une structure compacte, c'est déjà divisé dans des fascicules ou des radicelles naturelles.
Et la radicelle la plus bas, ici accompagnée par un vaisseau, c'est toujours la radicelle moteur. Après, on interpose cette microcrite bleue entre les racines moteurs qui sont dessous et la groupe des racines sensorielles de L2 jusqu'à S1 qui se trouve sur cette petite tableau. Après, on continue et on fait une isolation de chaque racine de la côté latéral jusqu'à la côté médiale. Ça, dans ce cas ici, c'est la racine L2. On fait une division de la racine dans des radicelles normalement, on fait 3 à 5 radicelles. Ça dépend de la taille de la racine. Et après, on fait ça c'est une division encore. Après, on fait un monitoring neurophysiologique, un test neurophysiologique, une stimulation pour identifier le degré de pathologie de chaque radicelle. Et il faut dire qu'on aura, normalement, on a des résultats très différents dans une racine. Laurent, est-ce que tu veux commenter l'image? Je passe la parole à Laurent Gus qui fait le monitoring. Donc, en une courte diapo pour expliquer le principe du monitoring. Ce monitoring neurophysiologique péropératoire permet de faire une évaluation de l'atteinte pathologique des radicelles sensitives. Donc, le but de ce mapping, de ce monitoring, c'est de pouvoir proposer aux chirurgiens de sectionner les radicelles les plus pathologiques, mais également de conserver les radicelles normales ou les moins atteintes, et surtout de préserver les fonctions urogénitales. Donc, pour effectuer ce monitoring, on utilise de la stimulation, soit des racines des radicelles, ou bien une stimulation du nerf pudendal pour tester la fonction urogénitale. Donc, voici un petit peu le principe avec le poste d'électrophysiologie qui est toujours situé à côté des deux chirurgiens. Et puis, on évalue chaque radicelle. On appelle ça un grading, une évaluation, et qui permet de définir quelles sont les radicelles les plus pathologiques qui seront celles qu'il faudra sectionner. Donc, vous voyez ici une radicelle qui est en train d'être testée avec 2 électrodes qui sont tenues par le chirurgien. Et une fois que les radicelles les plus pathologiques ont été définies, le neurochirurgien sectionne les radicelles les plus pathologiques. Voilà, je redonne la parole, Sarah. Ce qui est peut-être un peu différent au monitoring habituel, c'est que le chirurgien est absolument dépendant de l'électrophysiologiste. Il faut avoir une communication assez directe pour ne pas faire des fautes. Après la fermeture de la duramère, on repose, ou moi je repose l'os qu'on a enlevé avec une petite plaque en titane et des petites vis de 5 mm. Et comme vous voyez ici, j'ai préservé un petit morceau de l'apophyse épineuse dessus et dessous. On voit ça très bien ici, pour ne pas interrompre les ligaments entre les apophyses. Et après, on remet deux vis. Ça peut rester dedans. Ça sera couverte par l'os plus tard. Ce n'est pas magnétique. Ça permet de faire des IRM si c'est nécessaire et ça ne dérange
pas. On fait ça depuis 15 ans sans problème. Et ça, ce sont les petits morceaux des apophyses voisins qui seront fixés avec une suture de compression et on aura une reconstruction osseuse kinématique de 100% avec cette technique. On peut immédiatement commencer avec une rééducation. Concernant la stabilité, ça, ce n'est pas un problème. C'est plutôt un problème que l'opération, c'est quand même du stress pour un enfant. C'est une opération de 3 heures et demie et il faut peut-être une certaine période de repos après une intervention de cette taille. On met aussi, peut-être ça c'est encore intéressant, ça c'est une étude qui montre que les approches ou les accès chirurgicaux multilevel ont un risque considérable d'instabilité. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a développé cette technique particulière que je démontrais. Je pense que l'effectivité et aussi le risque minime d'une SDR, ce n'est plus la question dans le monde entier, sauf peut-être en France. Il y a des tas de publications. Ça, c'est un textbook qui est sorti en 2017 aux États-Unis, où j'ai écrit un chapitre. Ça, c'est un pendant allemand. Ça sera un Pediatric Neurosurgical Board Review qui va venir en 2022 de Johns Hopkins University, où je vais décrire la technique encore une fois. Ça, c'est une étude nationale canadienne qui a approuvé la SDR single level et après cette étude, elle était inclue dans le Health System in Canada et elle sera remboursée par l'État. On a la même étude en Angleterre, 2019. Je crois qu'il y a des études assez sérieuses qui montrent que l'effectivité, ce n'est plus une question. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de discuter l'indication. Et comme Julie a déjà commenté au début, on a de plus en plus inclus des indications étendues. Ça veut dire l'indication on a étendu l'indication sur des enfants un peu plus handicapés, Cross Motor Function 4 et 5. Pour des autres raisons, ce sont plus c'est plus la raison fonctionnelle, c'est plutôt la qualité de vie qui est au centre de cette indication. Et à droite, vous voyez les centres qui suivent cette indication étendue. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on observe souvent des effets de la SDR aussi dans les membres supérieurs. Et là, il y a des théories pathophysiologiques et aussi des études qui expliquent un peu ça. Je ne sais pas, Laurent, est-ce que tu peux commenter ça encore une fois? Très brièvement, c'est une revue qui présente différents résultats à la fois chez l'animal et chez l'humain. Et on voit bien que lorsque on a une fonction motrice normale, on voit que le côté, les projections ipsilatérales sont minimes, vous voyez à gauche. Et dès qu'on a une inactivation unilatérale, on voit une activation du côté ipsilatéral, on va dire pathologique, et ce qui permet aux auteurs de cette revue de parler d'un
d'un modèle de cercle vicieux où lorsqu'on a une diminution des contractions contralatérales, des informations contralatérales, on va aboutir à des activations ipsilatérales compétitives. Et donc, on entre dans ce cercle vicieux de la spasticité avec un désordre qui s'installe au niveau spinal, au niveau des réseaux spinaux de la moelle. Donc, voilà. Avant que je passe la parole pour la partie rééducative, on m'a prié de montrer peut-être quelques petits exemples des enfants pré- et post-opératoires pour vous montrer ce qu'on peut attendre. Vous voyez ici un garçon qui marche sur le point de pied avant l'opération et après STR, c'est le film à droite. Et encore une fille. Ah non. Je ne vois pas comment c'est. Ah, peut-être comme ça. Oui, ça va. À gauche, pré-opératoire, à droite, post-opératoire. Et le dernier exemple, c'est une adulte qui, pour la première fois dans sa vie, arrive à descendre un escalier. Seulement pour vous donner une petite impression où on peut arriver avec une STR. Merci. Parfait. Merci beaucoup, professeur Abin, pour voilà, ce partage d'expérience et ces vidéos qui sont quand même voilà, une belle documentation. Effectivement, c'est une des grandes techniques, on va dire, développées. Et c'est tout le débat voilà, du nombre de niveaux que l'on souhaite opérer. Ce qui était intéressant dans cette approche, et c'est celle que nous avons un peu, on va dire, choisie dans le sens où les enfants souffrent d'une spasticité un peu diffuse, prédominante au membre inférieur. Et tant bien même, l'objectif premier, ce n'est pas d'avoir la plus petite cicatrice, c'est surtout de comprendre qu'au niveau du cône terminal, du moins de sa sortie, c'est d'attraper toutes les racines, tant celles de gauche que celles de droite, qui vont couvrir le membre inférieur et le périnée, pour vraiment les sélectionner. Donc, il y a quand même un très gros travail d'électrophysiologie, et même si M. Haber l'a bien dit, et pour ça, on remercie les équipes d'électrophysiologie, tant d'électrophysiologistes, là, c'est Laurent Goetz, mais aussi tout le travail qui est toujours caché des anesthésistes qui ont tout un travail de pharmacologie pour permettre ces beaux enregistrements. Donc, c'est vraiment ce qui fait le succès de ces chirurgies sur le plan des objectifs fonctionnels. Je vais laisser la main maintenant à Aurélie Lucet, donc elle est médecin de rééducation physique sur le centre de Bois-Laris, avec qui on travaille donc, depuis quand même pas mal de temps et qui voilà, s'est motivé même presque avant nous sur les questions de l'SDR, bon, sur le versant rééducation, et qui va nous expliquer un petit peu les protocoles qui ont été mis en place.